Madame, monsieur, bonsoir. Crowdfunding ou financement collaboratif au menu de questions éco ce soir. Le principe de ce mode de financement est de participer, moyennant une contribution et via une plateforme web au financement d'un projet. Peut-être est-ce l'un des effets positifs de cette crise sanitaire/économique, mais le projet de loi relatif au crowdfunding a enfin été adopté plusieurs années après sa rédaction et 13 ans après sa naissance effective aux États-Unis. Et comme pour beaucoup de phénomènes innovants, c'était le désert juridique depuis plusieurs années, ce qui a handicapé le fleurissement de petits projets faute de financement. Et puisque, encore une fois, crise oblige, c'est sur le financement innovant de petits projets que repose l'avenir de milliers de jeunes sans emploi, mais avec des idées. Quels sont les modèles ou les principaux modèles de crowdfunding? Quels enjeux économiques pour une économie comme celle du Maroc, qui repose essentiellement sur le commerce? Et surtout, comment ce tout nouveau cadre légal ferait émerger une nouvelle catégorie d'auto-entrepreneurs au Maroc? Et enfin, quels sont les secteurs régis par cette loi? Maître Mehdi Meghzali, avocat et un des rédacteurs de cette loi, répondra à nos questions ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. C'est donc officiel, le Maroc vient de se doter du cadre juridique pour réglementer le financement collaboratif ou crowdfunding. La Chambre des représentants vient d'adopter à l'unanimité ce projet de loi, le projet de loi, ou plutôt la loi 15-18 relative à ce type de financement. Les contours de ce projet de loi avec Ala Amnani. C'est un nouveau pas dans la diversification des instruments financiers du Maroc. Le projet de loi numéro 15-18 a été adopté à l'unanimité à la Chambre des représentants. Objectif, renforcer l'inclusion financière des jeunes porteurs de projets, l'appui au développement économique et social et la canalisation de l'épargne collective vers de nouvelles opportunités. Le projet de loi en question trace un cadre complet de régulation des activités de financement collaboratif, à savoir le dispositif d'agrément des sociétés de financement collaboratif SFC, les procédures et modalités de création et de fonctionnement d'entreprises ou encore les engagements et les obligations de la SFC. Le dit projet de loi établit en outre les plafonds en termes de montants à lever par projet et par contributeur et fera en sorte que la collecte de fonds se fasse via des plateformes électroniques. Il est à noter que les PFC, plateformes de financement collaboratif, vont être sous forme de plateformes de prêt, d'investissement ou encore de dons. Le Maroc table sur ce moyen de financement pour encourager l'auto-entrepreneuriat et donc l'emploi. Pour rappel, le marché de l'emploi au pays a fortement souffert en 2020. Le taux de chômage y a bondi à 11,9% en 2020 contre 9,2% en 2019, rapporte le HCP. Les jeunes de 15 à 24 ans sont frappés de plein fouet avec un taux de chômage de 31,2%, soit une hausse de 6,2 points. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Maître Mehdi Meghzali, avocat d'affaires, et l'un des rédacteurs de ce projet de loi sur le crowdfunding au Maroc. Bonsoir Maître Meghzali. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter et d'être avec nous. Alors, donc ce cadre juridique, on vient de l'écouter, est enfin défini. Mais quand exactement ce projet de loi a-t-il vu le jour? Alors, ça remonte peut-être à fin 2012, où un groupe, on va dire un petit collectif citoyen, s'est engagé pour militer pour que le Maroc adopte cet instrument de financement. Donc l'initiative est vraiment partie de simples citoyens dont je faisais partie. Honnêtement, en 2012, moi-même, je ne connaissais pas ce qu'était le crowdfunding. Voilà, j'ai appris sur le tas. C'était un phénomène qui était nouveau, qui venait surtout d'outre-Atlantique. Et nous pensions que ce serait un moyen pour financer des projets innovants, des projets d'entrepreneuriat et également des projets sociaux, culturels, et que justement ça venait répondre à un besoin parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de porteurs de projets se heurtaient à ce manque de financement. Les banques n'ont pas non plus vocation à financer tout type
de projets, surtout des projets dits à risque. Voilà. Par la suite, nous avons eu pas mal de soutien, notamment de l'ambassade américaine. Enfin, ce qui a fait que la loi a vu le jour, c'est l'engagement, la ténacité des équipes du ministère de l'économie et des finances, à qui je rends ici hommage. Oui, par rapport au reste du continent, est-ce que le Maroc, on peut le dire, est précurseur quant à l'adoption d'un cadre juridique réglementant le crowdfunding ? Alors, il est précurseur, oui et non. Non, parce que je crois savoir que la Tunisie a déjà voté une loi sur le financement collaboratif. En revanche, a priori, c'est bien parti pour que les textes d'application au Maroc soient également émis très prochainement, ce qui ferait que notre loi, bien que venant après la loi tunisienne, serait applicable assez rapidement. Et est-ce que vous pensez que c'est l'un des effets de la crise Covid-19, comme je le disais en introduction, ce serait l'effet de la crise Covid-19 pour l'adoption de cette loi, comme ce fut le cas en 2008 d'ailleurs, c'est l'année où vraiment le crowdfunding a explosé, c'était le boom du crowdfunding aux États-Unis, ça coïncidait avec la crise des subprimes. Est-ce que vous pensez que la crise de Covid-19 est un élément déclencheur et accélérateur d'abord l'adoption de cette loi, mais aussi l'adoption du crowdfunding comme moyen de financement au Maroc ? Je pense que la Covid a retardé l'adoption de la loi. Le projet de loi était prêt. Même comme j'ai dit tout à l'heure, les textes d'application étaient quasiment finalisés. Malheureusement, la crise de la Covid a relégué ce projet de loi à un second plan, puisque le ministère de l'économie et des finances avait du pain sur la planche pour faire face à la crise. Très bien. Alors, parlons maintenant pragmatique et pratique. Comment cela marche ? Vous avez parlé de conditions d'octroi de crédit chez les banques. Eh bien, les conditions d'octroi, j'ai envie de dire, de prêt ou de participation dans des projets via le crowdfunding sont totalement différents et plus faciles. Parlez-nous justement de cette particularité du crowdfunding en parlant et en particulier en ce qui concerne les conditions d'octroi. Bien sûr. Alors, le projet de loi 15-18 vient poser un régime dérogatoire. Dérogatoire à la loi bancaire, dérogatoire à la loi sur la paix publique à l'épargne, notamment. Il faut savoir que concernant le prêt, par exemple, l'activité de prêt relève du monopole bancaire. Donc, cette loi, pour certains montants, dans le cadre des financements à travers des plateformes de financement collaboratif, vient un peu briser ce monopole. Aujourd'hui, il y a trois types, et le reportage le dit très bien, et le précise très bien, il y a trois types de financement collaboratif. Donc soit par l'investissement, dans le capital d'une société par exemple, soit par le prêt, avec ou sans intérêt, ou par le don. Chaque plateforme est bien entendu gérée par une société de financement collaboratif qui reçoit un agrément du régulateur. Pour l'investissement, c'est l'AMMC. Vous parlez de régulateur AMMC pour l'investissement et le GPBM pour les banques. Enfin, pour le prêt. Et Banque Le Maghreb pour les prêts et pour les dons. Donc, concrètement, un porteur de projet arrive et présente son projet sur une plateforme, d'accord, sachant que les SFC ont également un rôle d'accompagnement et de conseil. Oui. Une fois que ce projet est mis en ligne sur la plateforme, il y est mis pour une durée de 6 mois maximum et dans le but de collecter un montant défini à l'avance. Ensuite, les contributeurs, on va dire selon la limite qui sera fixée par les textes réglementaires, pourront contribuer pour 1, 2 projets, 3 projets sur différentes plateformes. Il est très important de noter qu'il y a une catégorie de personnes qui n'est pas soumise aux limites quant aux contributions, qui n'est pas soumise au plafond. Il s'agit de ce que nous appelons communément les business angels, voilà, ou investisseurs initiés ou investisseurs providentiels. Alors eux n'auront pas de limite de contribution,
si ce n'est les plafonds qui sont fixés par projet dans la loi. Justement, parce que j'allais justement vous poser la question entre, enfin en tout cas, quelle est finalement la différence entre les business angels et le financement collaboratif ou le crowdfunding, qui repose plus ou moins sur le même principe? Alors, encore une fois, oui et non. Aujourd'hui, si un investisseur initié ou providentiel, appelons-le business angel, souhaite investir dans une société, s'il souhaite par exemple prêter de l'argent à une société de manière habituelle et non occasionnelle, il ne peut le faire que s'il a au moins 5% du capital de cette société. Aujourd'hui, grâce à ce financement collaboratif, il pourra, sans rentrer dans la société, sans en acquérir des titres, prêter de l'argent pour un projet social, pour un projet entrepreneurial, sachant qu'il y a, à ma connaissance, un texte qui va venir définir exactement ce qu'est la notion de business angel. Mais voilà, tout ça en fait rentre un peu dans un set de lois, de textes qui est en préparation pour améliorer le climat, on va dire, entrepreneurial au Maroc, pour donner à chacun plusieurs instruments financiers. Parce qu'encore une fois, le financement collaboratif doit être vu surtout comme un complément, voilà, de financement. Mais pas compétitif aux produits bancaires? Ou pas en compétition, vraiment. Pardon. Parce que vous aviez dit que c'était pas en tout cas, c'était pas les mêmes projets qui étaient soumis aux banques que ceux qui sont soumis pour le crowdfunding. Non, je ne pense pas que les banques seront en compétition avec ce moyen de financement, parce qu'il est d'abord destiné à des projets voilà, que les banques ne financeraient pas de toutes les manières. Pourquoi ce qui n'empêcherait pas les banques plus tard de créer elles-mêmes leur plateforme voilà, de financement collaboratif. Mais quand on connaît un peu le système bancaire, toutes les garanties qui sont demandées, etc., beaucoup d'entrepreneurs vont plutôt se tourner vers le financement collaboratif parce qu'ils n'ont pas justement toutes ces garanties. Ben justement. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé si c'était quelque chose qui pourrait poser une compétition aux banques. Alors, quelle est la garantie si on ne demande pas de garantie? Alors, la garantie, c'est justement d'être limité, je parle pour le grand public, dans les montants. Les montants, voilà. Une banque va prêter en une seule fois un montant qui est considérable. Le financement collaboratif, c'est chaque contributeur va donner 200 dirhams, 300 dirhams. Bien sûr, il y a un risque. Il y a toujours un risque. Absolument. Que le projet ne marche pas, qu'il n'y ait pas de retour sur investissement, etc. C'est un risque. Mais le risque est plus limité pour un contributeur, voilà, que pour une banque. Justement, en parlant de risque, déjà, parlons peut-être montant. Quel est le seuil établi par la loi pour ces montants dédiés au crowdfunding? Alors, il y a deux seuils dans la loi. Ces seuils concernent les projets. Un projet, en théorie, ne peut récolter ou peut récolter jusqu'à 20 millions de dirhams. Sur une année, il ne peut en récolter que 10. Pour tout le reste des plafonds, ils seront fixés par les textes réglementaires à venir. Très bien. Et vous avez parlé de risque et vous avez parlé de retour sur investissement. Quel est le rendement moyen d'un projet pour un investisseur? Je suis un investisseur, j'ai envie d'investir dans un projet et de mettre, n'est-ce pas, une participation dans un projet de crowdfunding. Quel est plus ou moins le ratio moyen, tout secteur confondu, sur le rendement de ces projets? C'est très difficile à dire. Justement, ces données feront l'objet d'un rapport qui devra être préparé par les sociétés de financement collaboratif. Et ce ratio devra être rendu public pour informer la collectivité des contributeurs sur les risques qui sont encourus. Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe ailleurs, par exemple en France?
Je n'ai pas les derniers chiffres. Honnêtement, je n'irai pas m'aventurer Est-ce que vous pensez que, cela dit, parce que les investisseurs restent frileux en temps de crise économique comme celle inédite que nous sommes en train de vivre maintenant, est-ce que vous pensez que cela peut réfracter ou peut-être arrêter cet élan pour le crowdfunding côté investisseur? Vu les montants en jeu, en tout cas pour les investisseurs initiés, oui, certainement. Certainement. Pour les simples contributeurs, pour le public, je ne pense pas, notamment pour tout ce qui est projets sociaux, projets culturels. Il faut savoir qu'il y a déjà des plateformes qui existaient un peu dans ce vide juridique, notamment tournées vers des projets sociaux. Exactement. Et il me semble que justement cette période de la Covid a permis, on va dire, de voir une hausse d'activité sur ces plateformes-là, parce que les gens en période de crise, certes, ils sont moins rassurés quant à l'avenir, mais on va dire se découvre une générosité plus marquée, voilà, en temps de crise. Et quels sont les secteurs qui ont été définis par cette loi, Maître Mekzari, en ce qui concerne le crowdfunding? Quels sont les secteurs qui sont déjà préétablis dans ce texte de loi? Alors, il n'y a pas de secteur préétabli. En revanche, il y a d'autres lois qui existent en vigueur, qui réglementent tel ou tel secteur. Par exemple, tout ce qui est activité politique. Voilà, le financement collaboratif, s'il n'interdit pas le financement d'activités politiques, eh bien, il y a d'autres textes qui vont entrer en jeu et qui vont s'appliquer. Aujourd'hui, ce qui est recherché, c'est vraiment le financement des petites et moyennes entreprises. C'est le financement ou le complément de financement de projets innovants. C'est le financement de projets sociaux par des contributeurs établis au Maroc ou par la diaspora marocaine. Je sais qu'il y a des acteurs qui attendent que l'immobilier fasse partie des secteurs d'activité. Exact. Voilà, mais au jour d'aujourd'hui, on attend encore les textes réglementaires pour avoir une idée sur quelles seraient les activités qui seraient dans un premier temps interdites ou prohibées. L'idée étant de donner une chance à ce mode de financement. C'est, on va dire, un domaine qui bouge assez rapidement. Donc il faudra certainement au fur et à mesure changer les textes réglementaires, peut-être dans quelques années changer la loi. Mais il n'y a pas de secteur précis. Voilà. Juste pour info, par exemple en France, le financement collaboratif a servi en moyenne quand même un rendement de 9%, plus ou moins, 9,3% pour être exact, aux investisseurs. Donc il est clair qu'avec un secteur immobilier un peu à la peine ces 2-3 dernières années, ça pourrait effectivement aider à revigorer ce secteur. Sinon aussi, est-ce que vous pensez réellement que les particularités du Maroc, les particularités culturelles, permettraient l'essor? Vous avez parlé à juste titre d'ailleurs de l'effet de la crise Covid-19 sur la collaboration, sur l'entraide. Est-ce que vous pensez que les Marocains sont prédisposés à adopter, bon, la loi a été adoptée, mais à adopter ce mode de financement finalement? Alors, on va dire, pour les Marocains qui sont habitués à aller sur Internet, qui sont habitués au paiement par carte, je veux dire, c'est plutôt ça. Pour moi, l'inquiétude ou le souci réside plus dans l'utilisation de moyens technologiques. Mais en revanche, pour un recours à ce type de financement, je parle côté porteur de projet, il y aura un réel engouement. Reste à savoir si les contributeurs, si le public suivra. Très bien. Et donc, quel est le rôle justement de l'État pour que le public suive?
comment voyez-vous justement l'avenir porté par l'État? Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'on cherche des moyens de financer l'économie et tout particulièrement les porteurs de projets, soit via le secteur bancaire avec des taux d'intérêt particulièrement bas, avec le programme Intelaqa qui a commencé bien avant la Covid-19. Comment l'État peut jouer en faveur de l'essor de ce crowdfunding? Alors, pour le crowdfunding, je dirais que l'État a déjà fait ce qu'il avait à faire. Oui. Voilà, il a travaillé sur les lois pour que cette soit adoptée. On attend prochainement qu'elle soit promulguée par Sa Majesté. Nous attendons avec impatience les textes réglementaires. Mais l'État, pour moi, a déjà fait son travail. C'est aux acteurs de jouer, c'est aux entrepreneurs de jouer et aux futurs SFC de promouvoir ce nouveau moyen de. Très bien. On va terminer peut-être avec cette question relative, n'est-ce pas, au risque. Vous avez dit que finalement l'investisseur ne risque pas grand-chose, mais quel est de l'autre côté? Que risque-t-il de gagner ou que peut-il gagner via le crowdfunding? Alors, je précise quand je dis que l'investisseur ne peut pas perdre grand-chose. Si on est, on va dire, face à un investisseur initié qui peut engager des montants assez conséquents, oui, il y a un risque. Il y a un risque que le projet ne marche pas, qu'il n'y ait pas de retour sur investissement. Mais là, je dirais que puisque c'est un investisseur initié, il est mieux à même de connaître un peu les risques, de les mesurer avant d'investir. En effet, pour les petits contributeurs, le risque est toujours là, il est minime parce que les contributions sont plafonnées. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut attendre de sa participation, de sa contribution? Il peut attendre des intérêts lorsqu'il s'agit d'un prêt et que le projet aboutit, que le projet est réussi. Il peut juste se suffire de la réussite d'un projet qui lui tient à cœur, financer une école, financer un projet artistique, sans forcément attendre de retour. Donc principalement, c'est cela. Très bien. Et c'est exactement comme cela que marchent ces plateformes de financement collaboratif ou crowdfunding. Quel est leur rôle finalement? Alors, il y a un rôle d'accompagnement, comme je dis, un rôle de conseil, mais il y a aussi un rôle de vérification. Vérification de l'identité des contributeurs, de l'identité des porteurs de projets, vérifier qu'il ne s'agit pas de personnes qui ont un casier judiciaire, vérifier que le projet tient plus ou moins la route. Donc voilà, il y a une obligation quand même de vérification, de veille, de reporting aux régulateurs, bien entendu. Et aussi une obligation de faire comprendre aux contributeurs que tout financement collaboratif, encore une fois, comporte un risque. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Maître Mehdi Meghzali, pour l'ensemble de ces éclairages autour de ce projet de loi 15-18 ou relatif au crowdfunding. Je rappelle également que vous êtes l'un des rédacteurs de ce projet de loi. Merci beaucoup, Maître Meghzali. Merci à vous. Et merci à vous pour votre fidélité à votre émission quotidienne Questions Écho que vous pouvez bien sûr retrouver sur la plateforme Média News, que téléchargeable bien sûr sur vos smartphones iOS et Android. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. L'info continue sur Média TV. Très bonne soirée à toutes et à tous.